Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité avec David Jays, enseignant et essayiste notamment de Slow Démocratie, pour lequel David vient de recevoir le prix Édouard Bonnefosse de l'Académie des sciences morales et politiques, Mathias Fekl, ancien ministre, avocat et conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, Béatrice Gibelin, fondatrice de l'Institut français de géopolitique et directrice de la revue Hérodote, et Lionel Zinsou, ancien premier ministre du Bénin et président de la fondation Terra Nova. Ne vous frappez plus le front en vous écriant sapristi ou saperlipopette, j'ai oublié de souscrire à la nouvelle campagne de financement du Nouvel Esprit Public. Rendez-vous plutôt sur notre site et en cliquant sur l'onglet Soutenez-nous, goûter au plaisir de la défiscalisation à hauteur de 60% en nous faisant bénéficier d'un don mensuel ou ponctuel. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé D'où viennent les milliards, et il est ainsi chapeauté. Depuis 9 mois que l'argent coule à flot, généré par des banques centrales indépendantes, mais accompagnant sans rechigner les politiques étatiques de soutien et de relance, les sommes injectées dans l'économie sont astronomiques, des prêts garantis par l'État aux allocations de chômage partiel, en passant par les baisses de charges et les annulations partielles de loyers des entreprises. En France, la dette aura cette année bondi de 20 points pour représenter 120% du PIB. Et si cet argent a des reflets magiques, il faudrait éviter qu'il ne tourne au tragique. Le 1 a donc sollicité plusieurs économistes reconnus pour tenter d'éclairer les chemins de sortie de crise et de cerner les risques que nous encourons. Notre lettre d'information numéro 14 est parue. Si vous n'y êtes pas encore abonné, vous la trouverez sur l'onglet éponyme ou homonyme, je me trompe tout le temps. En tout cas, sur l'onglet lettre d'information et vous y apprendrez comment participer à notre prochaine émission en direct et en public via Zoom le dimanche 13 décembre. Enfin, nous poursuivons notre nouvelle série de suppléments de BADA consacrés au monde de la culture et à ses acteurs. Vous pouvez déjà entendre les 3 premiers, l'un sur l'opéra comique, l'autre sur un cinéma de campagne et même un cinéma insulaire, et le troisième sur le monde de la musique classique enregistrée et son évolution. Intéressons-nous maintenant à la situation française et aux nouveaux pauvres. Avant la crise du Covid, fin 2019, quelques 9 300 000 personnes vivaient sous le seuil de pauvreté en France selon l'INSEE et près de 5 millions avaient recours à l'aide alimentaire. Pour certaines associations, la crise sanitaire et économique va plonger 1 million de personnes supplémentaires dans la pauvreté, tandis que l'UNEDIC prévoit 900 000 chômeurs supplémentaires en 2020. La crise a déjà mis sous tension les associations d'aide alimentaire qui accompagnent 5 millions de personnes en France. Elles connaissent des records de fréquentation avec de nouveaux profils de bénéficiaires. Plus 10% d'inscrits pour la campagne d'hiver des Restos du Cœur, de 10 à 15% d'ayant droit supplémentaires à la Croix-Rouge, entre 20 et 25% de nouveaux bénéficiaires pour la Fédération des banques alimentaires. Le président des Restos du Cœur note une explosion de la demande en Seine-Saint-Denis, plus 45%, et à Paris, plus 30%, et presque autant dans les grandes métropoles. Il alerte en particulier sur la situation des jeunes, de plus en plus nombreux à frapper aux portes de l'association. Les moins de 25 ans représentent déjà près de la moitié des bénéficiaires, les mineurs 40%. Alors que le nombre d'allocataires du RSA devrait croître de près de 9% cette année, le gouvernement demeure opposé à une revalorisation des minima sociaux et préfère privilégier les mesures ciblées. Le Premier ministre Jean Castex a présenté son plan à l'intention des plus précaires, plan doté de 1,8 milliard d'euros, qui s'ajoute aux mesures prises durant la crise, 1,5 milliard, et à celles du plan de relance, 6 milliards. Ainsi, les bénéficiaires du revenu de solidarité active et les chômeurs en fin de droit perçoivent depuis le 27 novembre un exceptionnel de 150 euros, plus 100 euros par enfant à charge, dernière aide étant également versée aux familles touchant les aides au logement. En outre, les jeunes de moins de 25 ans et les étudiants boursiers, soit 1,3 million de jeunes,
percevront également 150 € fin novembre ou début décembre. Pour le président du collectif Alerte, qui regroupe 35 fédérations et associations nationales de solidarité, ces mesures sont certes bienvenues, mais le gouvernement reste, selon lui, campé sur une position idéologique, alors qu'il refuse d'augmenter les minima sociaux pour préférer des aides à l'insertion par l'emploi. Cette revalorisation, a-t-il souligné, est d'autant plus nécessaire que le RSA n'atteint plus aujourd'hui que 39% du SMIC contre 50% en 1988 au moment de la création du RMI, l'ancêtre du RSA. Sur cette question, Mathias Feke. Il me semble que le fait marquant de la période et potentiellement des mois à venir, peut-être de l'année qui s'ouvre, c'est ce qu'on pourrait appeler l'extension du domaine de la pauvreté et de la précarité. Si on se remémore, et vous l'avez fait Philippe en introduction, où notre pays en était avant la pandémie du Covid, rappelons-nous que c'était un pays en pleine ébullition, avec des manifestations de gilets jaunes récurrentes, et avec quelque chose qui, moi, m'avait particulièrement frappé, c'est un taux d'adhésion des Français, en tout cas si on en croit les enquêtes d'opinion, qui est demeuré très élevé tout au long de ce mouvement des Gilets jaunes, manifestant par là qu'un certain nombre de thèmes qui étaient portés rencontraient un large écho, malgré les débordements, malgré les violences, malgré l'antisémitisme qui s'est exprimé à de nombreuses reprises. Et donc, il y a une résonance forte de ces thèmes dans l'opinion française et auprès de nos concitoyens. Est arrivée cette épouvantable pandémie. Il m'a toujours semblé que la réponse économique des autorités du gouvernement avait été forte et avait permis de limiter la casse durant le confinement, puis le déconfinement, puis le reconfinement, parce qu'une injection massive d'argent public et d'aide avait permis de juguler les difficultés. Mais nous allons rentrer dans le dur maintenant, et nous y sommes en réalité. Quand vous regardez d'abord l'augmentation de la pauvreté, et vous en avez rappelé les principaux chiffres, quand on regarde le nombre de professions désormais touchées, le nombre de secteurs dans lesquels des entreprises, en particulier petites et moyennes, vont devoir mettre la clé sous la porte avec ce que ça signifie en termes de vie brisée, en termes de femmes et d'hommes qui sont des situations où ils n'ont plus rien à perdre et sont dans une situation de désespoir profond. Quand on regarde tout ça, on peut légitimement s'inquiéter d'un scénario un peu à la Steinbeck, d'un scénario type raisin de la colère, 1929, le début des années 30 aux États-Unis, puis ailleurs dans le monde, où en réalité cette précarité, ces difficultés ne cessent de croître. Et je voudrais ajouter un point pour élargir un tout petit peu la réflexion. Il y a un risque très important à partir de là que cette détresse sociale forte, profonde, durable, ne se traduise dans des scénarios de violence extrêmement forts. Et il y a un risque aujourd'hui pour le pouvoir de ne répondre à cela principalement avec un recours au maintien de l'ordre. Et je pense qu'il faut faire extrêmement attention sur ce sujet. Il y a une question sociale qui est de plus en plus présente, de plus en plus prégnante. Et nous avons dans le même temps une situation où la défiance entre les citoyens et les forces de l'ordre n'a cessé de s'accroître. Et cela est tragique, car dans une république, on a besoin de forces de l'ordre pour maintenir la sécurité, pardon d'énoncer cette banalité, et on a besoin d'une confiance dans ces forces de l'ordre. Or, aujourd'hui, nous constatons que trop souvent, on est sommé de choisir son camp. Soit on est du côté des forces de l'ordre, au risque de ne plus condamner les dérives qui existent, ou bien, au contraire, on est du côté des citoyens et on est sommé de stigmatiser ces mêmes forces de l'ordre. Il y a une urgence très forte d'une mobilisation puissante sur la question sociale et d'une approche républicaine, équilibrée, intransigeante de cette question de la sécurité, où encore une fois, il faut avoir en permanence à l'esprit que les forces de l'ordre peuvent être attaquées, que des policiers peuvent être jusqu'à leur domicile poursuivis, persécutés, blessés,
et parfois assassinés. Il faut pouvoir dire cela tout en avançant de manière intransigeante, transparente et exigeante lorsque des dérives, des violences, du racisme, des passages à tabac, des bavures interviennent. Et donc, il est indispensable de retrouver là-dessus une tonalité républicaine, une action républicaine pour un minimum de retour à la sérénité, car une grande démocratie ne peut pas durablement perdurer dans le climat que nous connaissons aujourd'hui. Béatrice Gibelin. Oui, je vais repartir sur le thème de la pauvreté. C'est une question qui est effectivement extrêmement importante. Les chiffres qu'a donné Philippe montrent que cette montée de la pauvreté est éminemment inquiétante. Néanmoins, je voudrais rappeler que parmi les pays européens, la France, au moins dans ce domaine, est plutôt bien mieux classée que l'Allemagne, que l'Espagne, que l'Italie. C'est important de le dire parce qu'on a quand même des filets sociaux qui existent et qui font leurs preuves. C'est insuffisant, mais plutôt que de battre toujours notre coupe et toujours prendre l'Allemagne comme modèle, eh bien, sur l'aide aux plus fragiles, aux plus précaires, incontestablement, la France est parmi les meilleurs. Il y a la Finlande qui peut être un peu avant nous pour le taux de pauvreté, mais par rapport à tous les autres, c'est quand même nettement mieux. Néanmoins, la situation est extrêmement grave. Moi, je voudrais insister sur l'importance de la pauvreté dans la jeunesse. Universitaire, mon université a fait appel aux enseignants pour qu'on aide les étudiants, et pas seulement étrangers, mais aussi les étudiants boursiers et autres. Il y a eu une campagne de financement parce que le nombre d'étudiants qui en appellent au secours populaire, à la Croix-Rouge, est extrêmement important. Je pense que le Secours populaire a même monté une antenne à l'université à Saint-Denis. Donc c'est un problème extrêmement important. Et puisqu'on parlait justement, Mathias évoquait les violences possibles, il y a une grande réforme qui est passée d'ailleurs, qui a été votée sur l'université et la recherche à l'université, qui n'est pas du tout acceptée par la grande majorité des universitaires et qui peut aussi contribuer à créer un climat où on puisse avoir des réactions des étudiants en situation de grande difficulté qui soient importantes. Et là, je ne comprends pas très bien pourquoi le gouvernement, au-delà des seuls étudiants qui ont perdu tout leur petit boulot et la possibilité de tenir un peu la tête hors de l'eau, pourquoi il y a cette position qui semble aussi ferme du gouvernement sur l'idée d'accorder le RSA ou un revenu universel si jamais il était un jour voté, mais en tout cas le RSA aux jeunes entre 18 et 25 ans. Avec une position intransigeante jusqu'alors, disant bah non, c'est de l'assistanat, ce qu'on veut, c'est pousser les gens à travailler. Avec cette idée que si on touchait un minimum de revenus, eh bien, on deviendrait paresseux et on ne ferait plus aucun effort pour chercher un emploi, ce que je pense totalement erroné. Et il y a eu un exemple de revenu universel, je pense, en Finlande. Ça n'a pas donné d'ailleurs de très bons résultats sur l'emploi, mais ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas rendu les gens plus paresseux pour autant. Donc cette position vraiment idéologique sur l'idée, mais nous, ce qu'on veut, c'est des emplois, mais tout le monde veut des emplois et personne n'aime l'assistanat. Donc cette idée de la paresse, je la trouve choquante. Et l'autre point qui me semble aussi très, très important, c'est, pour revenir sur ce que disait Mathias, le risque d'une violence sociale très, très forte, mais le désespoir qui touche beaucoup de gens aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont des indépendants et qui, eux, aiment la sécurité et l'ordre. Et je pense que ce n'est pas tout à fait exactement la même chose que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Oui, l'intransigeance est aussi l'attitude dans le gouvernement, dans les histoires qui concernent les forces de l'ordre, dont parlait justement Mathias tout à l'heure, et à propos de ce fameux
trop fameux article 24 que, surprise de beaucoup, l'Assemblée nationale avait cru devoir voter. Jays. Je parlerai, comme mes deux prédécesseurs, de la montée en puissance de la précarité économique et de ce que Laurent Berger a appelé à juste titre de son corollaire, qui est la précarité démocratique. Alors, s'agissant de la précarité économique, c'est vrai qu'on a un certain nombre d'indices empiriques quand on discute avec les responsables de réseaux comme Christophe Robert ou d'autres qui sont particulièrement inquiétants. On voit effectivement des files qui s'allongent devant les soupes populaires ou les banques alimentaires. On voit en particulier dans les agglomérations une explosion du nombre de SDF. J'ai vu que le chiffre de 300 000 qui circulait la semaine dernière avait fait l'objet de controverses, mais on voit quand même qu'il y a un nombre de SDF, donc de gens qui sont dans une situation d'extrême pauvreté et d'extrême précarité qui augmente. Et ces indices empiriques, au fond, ils sont confirmés par des études macroéconomiques qui commencent à tomber. Le CAE, par exemple, récemment, a montré que durant le premier confinement, le pouvoir d'achat des 20% des Français les moins riches s'était dégradé et qu'ils avaient dû puiser dans leur épargne pour compenser la baisse de revenus. Alors que les 20% des Français les plus riches, eux, ont vu une augmentation très forte de leur épargne et à vrai dire, celle-ci a compté pour 70% de l'augmentation de l'épargne globale. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de travailleurs qui sont précarisés. C'est particulièrement vrai s'agissant des indépendants qui n'ont pas les mêmes filets de sécurité que les salariés. Je pense en particulier au dispositif de chômage partiel, dont le gouvernement a cette fois-ci été très avisé de mettre en place dès le début du premier confinement. Je pense aussi à ces travailleurs qui sont en partie dans l'économie informelle. On n'en parle jamais précisément parce qu'on n'arrive pas à le mesurer, mais ça concerne malheureusement des centaines de milliers, voire des millions de nos concitoyens. Et on ne doit pas fermer les yeux sous prétexte que c'est de l'économie informelle. Donc la situation est inquiétante. On a vu ce courrier qui a été adressé par une centaine de maires qui comportent des quartiers populaires sur la gravité de la situation. On voit ce qui se passe en Seine-Saint-Denis. Alors, mon propos n'est pas du tout de dire que le gouvernement ne fait rien, parce que c'est vrai, Philippe, vous l'avez rappelé, 1,5 milliard d'euros au printemps, 1,8 milliard d'euros annoncés par le Premier ministre Castex à la fin du mois d'octobre, plus les 6 milliards d'euros du plan de relance, c'est assez considérable, mais c'est sans doute anecdotique par rapport à tous ces tissus de la société qui menacent de se déchirer face à l'ampleur de cette crise économique, sociale. Et la très grande pauvreté, malheureusement, ne peut pas être résorbée ou traitée par une approche simplement orientée sur l'emploi ou sur l'activation des dépenses. Je vois aussi avec beaucoup d'inquiétude se creuser dans la société des lignes de fracture entre catégories. On a beaucoup parlé de l'opposition entre les jeunes et les vieux. Il faut reconnaître que l'écrasante majorité des patients qui sont en réanimation ou qui sont décédés ont plus de 65 ans. Je pense que le gouvernement, contrairement à ce que suggéraient certains donneurs de leçons, a été très avisé de ne pas confiner seulement les personnes âgées, parce que ça aurait créé dans la société des cassures absolument irrémédiables et beaucoup plus difficiles à penser ou à guérir que le confinement intégral. La jeune génération s'est montrée globalement très disciplinée, mais je n'ai pas beaucoup apprécié d'ailleurs la moralisation dont on a fait preuve à son égard par moments en disant qu'elle s'était relâchée avec des termes qui franchement n'étaient pas très agréables à entendre, mais elle risque bel et bien de payer très lourd la facture. L'autre cassure, avant de venir à la précarité démocratique que je vois poindre, c'est celle qui oppose de manière très insidieuse, d'un côté, ce que j'appelle dans mon vocabulaire les manipulateurs de symboles, c'est-à-dire ceux qui, au fond, se sont épanouis dans le télétravail, qui passent leur journée à faire des mails, des calls, comme ils disent, des tableurs Excel, etc. Et puis ceux qui exercent ce que j'appelle des métiers du lien et du liant, c'est-à-dire, au fond, dont la présence physique n'est pas négociable. Et là, on voit qu'il y a une cassure qui peut s'approfondir et qu'il va falloir penser et traiter. Et puis à ça, pardon, mais je veux terminer sur ça, s'ajoute ce que Laurent Berger a appelé la précarité démocratique. Nous sommes arrivés à un point où l'action publique est dans une crise de légitimité extrême. Et le lien entre les citoyens et leur État est en train de se distendre à la vitesse grand V.
Et les images épouvantables auxquelles nous avons tous assisté, montrant ce producteur de musique tabassé dans des conditions épouvantables dans son studio d'enregistrement, montrent qu'il y a des dérives qui sont tout de même, comme le rappelle fort justement d'ailleurs ce soir l'éditorial du Monde, un peu plus que des cas isolés. Que se passe-t-il pour que l'on s'acharne ainsi pendant de longues minutes sur un homme qui n'a rien fait d'autre que de ne pas porter son masque? Que se passe-t-il pour que dans notre pays, on assiste à de telles images de violence? Et si cet homme n'avait pas eu une caméra de surveillance dans ses bureaux, que se serait-il passé pour lui? Aurait-il été envoyé en prison? Ce ne sont pas des comportements de policiers républicains, ce sont des comportements de nervis, ce sont des comportements de milices. Et d'une manière générale, nous voyons bien qu'il y a une dégradation depuis 2 ou 3 ans, depuis les Gilets jaunes, du lien de confiance entre la population et la police, et plus généralement entre la population et l'État et l'action publique. Et il est vraiment urgent de traiter ce problème qui est un problème démocratique majeur, et ça ne passe pas par quelques mesures technocratiques ou des comités Théodule. Nous n'échapperons pas à un minimum d'examen de conscience nationale sur ces sujets, et ce n'est pas en durcissant la répression ou en réduisant les libertés fondamentales qu'on réglera le problème, bien au contraire. Lionel Zinsou. Oui, eh bien, pour une fois, je ne vais pas être très optimiste, en fait, sur les mois qui nous attendent. Parce que je pense que ce problème de pauvreté illustre 3 paradoxes, et je ne suis pas absolument certain que les gens qui nous gouvernent, aussi bien le gouvernement actuel que les grands partis républicains, soient si sensibles que cela à ces 3 paradoxes. Premier paradoxe, dans un pays qui est passionné d'égalité, et dont Béatrice a rappelé que les indicateurs macroéconomiques et macrosociaux montrent que c'est un des pays les plus égalitaires du monde, on a tendance à oublier qu'il y a des droits très importants, une protection très importante pour les gens qui sont inclus dans le système. Et la pandémie le montre très bien, c'est-à-dire que le revenu des ménages et le pouvoir d'achat du revenu disponible des ménages pendant l'année 2020 va en fait globalement, macroéconomiquement, très très peu se réduire. En fait, on va avoir moins 10% de PIB, ce qui ne nous est jamais arrivé, mais on aura peut-être entre moins 1 et moins 1,5% de baisse du revenu. Donc ça, c'est effectivement la preuve de l'égalité et de la force du modèle social français. Simplement, ça touche essentiellement les gens qui sont inclus dans l'emploi et ça laisse tous les précaires qui sont devenus extrêmement nombreux. Alors, ça se voit dans les chiffres du RSA et les 10% de demandes supplémentaires qui viennent d'apparaître, mais ça se voit aussi dans la très faible couverture sociale pour les gens qui perdent un contrat à durée déterminée. Alors, le gouvernement répondra qu'il pénalise les CDD et qu'il remporte de premiers succès en termes de nombre de CDI, de contrats permanents à durée indéterminée. Enfin, en attendant, il se trouve que si on fait masse des CDD et des intérimaires, c'est quand même 17% de l'emploi salarié. Et donc, ils ont perdu brutalement leurs emplois. La reconstitution va être lente post-Covid. Et c'est quand même une part très importante. Mais ajoutez à cela les saisonniers. Bon, ce problème des stations de ski va le montrer. Tous les emplois saisonniers de l'hôtellerie, tout ça va le montrer spectaculairement. Ajoutez à cela les stagiaires, ajoutez à cela le nombre croissant des apprentis. Vous apercevez que les gens qui sont en fin de droit du chômage très bien protégés pendant 3 ans, grosso modo, on perd peu de revenus et on limite certaines dépenses, notamment de trajet vers le travail. Donc, oui, quand on est dans le plein de ses droits, on est parfaitement bien dans le modèle le plus égalitaire, probablement un des plus égalitaires au monde. Simplement, en fin de droit, à ce moment-là, on devient extraordinairement précaire. Et quand vous faites masse de l'ensemble de ces communautés, vous avez bien un tiers de la population, et ça finit par concerner tout le monde parce que, évidemment, les besoins de solidarité, surtout si vous ajoutez le retard à l'entrée du marché, sur le marché du travail des jeunes
ça suppose des solidarités de la famille, et ça finit par être en réalité le problème de toute la société française que ce nombre d'exclus. Alors, nous avons une administration qui est parmi les meilleures, qui est l'INSEE, qui l'a établi, qui vient de le rappeler dans deux textes récents. Mais enfin, c'est quand même essentiellement les associations que vous avez citées, Philippe, tout à l'heure, qui nous rendent sensibles à ces sujets. Alors ça, c'est quand même le premier paradoxe. On ne voit pas monter le nombre des exclus et en fait, nos chiffres macro parlent des gens qui sont des inclus. Deuxième paradoxe qui m'angoisse un peu, c'est que le gouvernement n'est pas simplement centralisateur, il est également trop macroéconomique et s'intéresse peu à des situations individuelles ou à des communautés particulières. Et donc, c'est vrai qu'on peut dire que les dépenses sociales sont considérables, qu'elles ont progressé, qu'on a tiré les gens les plus âgés d'une situation de pauvreté qui était la leur il y a encore 20 ou 30 ans. Tout ça est vrai. Simplement, il faut tenir compte des gens qui sont exclus du système. C'était très bien apparu à la fois avec le mouvement des Gilets jaunes, mais en fait, dans quelque chose de plus intéressant qui était le grand débat national et ces espèces de cahiers de doléances. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas accéder à leurs droits ou qui n'ont pas de droits. Et ça, c'est quelque chose qui, manifestement, n'est pas sur l'écran radar d'un gouvernement qui regarde, et puis des grands partis républicains, qui regardent essentiellement, me semble-t-il, des chiffres globaux. Oui, mais ces chiffres globaux ne rendent pas compte du paradoxe des inégalités croissantes dans le pays le plus égalitaire, un des plus égalitaires d'Europe. Et certaines politiques qui ont du sens, comme par exemple de mieux rémunérer le capital, qui s'est trouvé beaucoup mieux rémunéré. Ça se trouve dans les revenus, non pas des 10 ou 20%, mais des 0,1 ou 0,5% les plus riches. Ça finit par créer de la croissance, qui finit par créer de l'emploi. Et avant Covid, on était à un niveau d'emploi qui était le meilleur depuis 15 ans. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la réalité macroéconomique. Mais enfin, l'homme qu'on qualifie un peu de président des riches doit quand même se méfier du fait que ces effets de long terme, de mieux rémunérer le capital, doivent être d'une façon ou d'une autre politiquement compensés par une bien meilleure façon d'appréhender les exclus. Et pour l'instant, on voit quand même des positions de principe. C'est le travail et l'activité qui créent la nouvelle égalité. Non, oui, pour les gens inclus, pas pour les gens exclus. Le dernier paradoxe qui me rend un peu pessimiste sur les mois qui viennent, c'est que si vous considérez un peu les aspects psychologiques, y compris de santé mentale, ou si vous vous référez à la théorie d'Émile Durkheim dans le suicide, vous savez, c'est toujours dans les après-guerres et les après-crises que la détresse se traduit par des actions contre soi-même, donc ça c'est la théorie du suicide, mais également par les manifestations ou les phénomènes insurrectionnels les plus forts. C'est pas au cœur de la guerre, c'est pas au cœur de la crise. L'après-crise est toujours très difficile. Alors, cette dimension un peu tragique de l'histoire, il faut quand même que le gouvernement, et encore une fois, ça s'étend à l'ensemble des partis républicains, parce que sinon ce sera le monopole de la France insoumise et du Rassemblement national que de canaliser cette violence sociale et la violence des gens contre eux-mêmes, ou la montée dans les familles contre les enfants ou contre les femmes de violence. Faire très attention. Le rebond qui est certain de la croissance en 2021 va donner encore une fois une illusion lyrique macroéconomique. Ça ne veut pas dire qu'on aura un rebond en termes de situation des exclus. Faire très attention aux après-guerres et aux après-crises en termes de détresse. Mathias Fekl. Oui, moi je rejoins tout à fait les constats qui ont été faits. Et la question c'est, et après? Pour l'instant, tout le monde est à la fois un peu anesthésié et d'une certaine façon encore sous perfusion. Mais ça ne pourra pas durer. Et on sait très bien que l'année prochaine sera décisive. Alors soit il y a en France, comme au niveau européen d'ailleurs, un sursaut. Parmi les bonnes nouvelles, à mon avis très fragiles, mais qu'on a pu constater au cours des derniers mois, c'est quand même des avancées
de l'intégration européenne sur toute une série de sujets, un mouvement de l'Allemagne vers un certain nombre de propositions françaises, y compris en termes financiers, qui sont intéressantes, qui sont sans doute sujettes à évolution, en particulier au lendemain de l'élection américaine, où les planètes qui étaient avant alignées le seront peut-être moins. Et il y a un risque très important là-dessus. Mais l'autre scénario, c'est le scénario de la colère, raison pour laquelle je citais Steinbeck tout à l'heure, et c'est le scénario, dans ce cas-là, extrêmement dégradé qu'on a connu dans d'autres États, où à un moment, les classes populaires, les classes moyennes se sont dit, pas seulement avec de l'irrationnel, hein, avec une part de calcul rationnel tout à fait cohérente, que leur intérêt était de renverser la table, de voter pour le Brexit, de voter pour Donald Trump, de voter pour des partis extrémistes. Pas certain du tout, bien sûr, que les problèmes en soient davantage réglés à l'issue de ces situations. Il n'empêche que dans des situations de détresse profonde, c'est aussi ce genre de mouvement qui peut avoir le vent en poupe. Et donc, moi, je crois qu'il y a vraiment une attention extrêmement forte à avoir sur la situation sociale, sur les questions sécuritaires, encore une fois, et plus généralement sur une manière de mobiliser fortement l'ensemble du pays. Tout est explosif maintenant. On a énormément de mal à se parler en France. On est sommé de choisir son camp. On n'est plus d'accord, même sur les faits, même sur le réel, même sur les chiffres. Tout est désormais soumis à polémique. Et donc, dans ces situations-là, les accidents industriels sont parfois à portée de main. Donc, soyons tous dans nos expressions, dans notre manière d'aborder les choses, conscients de cette situation extrêmement inflammable. Béatrice Hublin. Oui, moi je voudrais être un petit peu moins pessimiste, puisque vous l'avez été quand même beaucoup. Je reviens sur cette idée de revenu universel. C'est quand même intéressant de voir qu'en Allemagne, maintenant, cette idée va être testée auprès de 1500 familles allemandes qui, pendant 3 ans, vont recevoir l'équivalent de 1200 € par mois. Et on va regarder ce que ça donne. C'est pas rien. Moi, je pense que j'entendais, je ne sais plus qui au gouvernement, c'était une femme, je crois, qu'il fallait envisager la fusion des minima sociaux pour que les choses soient plus simples, plus efficaces, et peut-être qu'il fallait remettre en discussion ce fameux revenu universel qui était défendu par Hamon au moment de sa campagne électorale en 2017. Je ne suis pas sûre que ces situations graves ne vont pas permettre d'avancer sur la prise en compte des plus précaires et des exclus. Comme je dirais, la violence policière qu'il y a eu contre le producteur de musique risque d'abord de mettre l'article 24 à la poubelle définitivement et faire prendre conscience qu'il y a un vrai problème de racisme, de violence qui n'est pas peut-être structurel, mais enfin qui se produit de façon tellement régulière désormais qu'il va bien falloir qu'on regarde les choses en face cette fois-ci. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions à un deuxième sujet traditionnellement international de cette émission qui concerne l'Europe. Londres et Bruxelles doivent trouver au plus vite un accord qui puisse entrer en vigueur le 1er janvier prochain, car si le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union le 31 janvier dernier, il reste soumis aux règles communautaires pendant une période de transition qui prend fin le 31 décembre 2020. Les discussions butent toujours sur la pêche, les règles de libre concurrence et les questions de gouvernance, notamment les mécanismes de règlement des litiges. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a prévenu mercredi 25 novembre qu'un éventuel accord commercial post-Brexit entre l'Union et le Royaume-Uni ne devra pas affecter l'intégrité du marché unique, en particulier le respect de ses normes environnementales, sociales, fiscales ou la question des aides de l'État. Madame von der Leyen a insisté sur la nécessité de mettre en place dans le futur accord des recours au cas où l'Union européenne ou le Royaume-Uni s'écarterait dans le temps des normes communes convenues. La confiance est bonne, mais la loi est meilleure, a-t-elle déclaré. Sans traité commercial pour régir leurs relations, Londres et Bruxelles
court le risque d'un nouveau choc économique qui viendrait s'ajouter à celui provoqué par l'épidémie du coronavirus. Selon une étude de KPMG publiée le 18 novembre, l'économie britannique sera amputée de près de 6 points de croissance en cas de no deal et contre plus 10% sans le Brexit. Ultime contrainte, les négociateurs doivent théoriquement laisser suffisamment de temps à leur Parlement pour qu'ils puissent ratifier un accord avant le 1er janvier. Curieusement, selon une étude du Pew Research Center, 4 ans après avoir pris la décision de quitter l'Union européenne, 60% des Britanniques en ont une opinion favorable. Alors qu'elle négocie laborieusement le Brexit, Bruxelles est également défiée à l'Est par la Hongrie et la Pologne qui ont opposé le 16 novembre leur veto à la proposition de budget de l'Union pour un montant de près de 1100 milliards d'euros sur 7 ans, ainsi qu'au fonds de relance européen de 750 milliards d'euros. Bien que ces deux pays soient les plus grands bénéficiaires de ce budget, 4 milliards 300 millions pour la Hongrie, 19 milliards pour la Pologne, leur gouvernement refuse catégoriquement que l'accès aux fonds soit conditionné par le respect de l'état de droit, exigence imposée par l'Union européenne à la demande du Parlement européen. Selon un sondage commandé par le Parlement européen, précisément au début du mois d'octobre, 77% des citoyens européens soutiennent l'idée de lier les fonds européens au respect de l'état de droit et aux valeurs qui fondent l'Union. Sur cette question, David Jayes. Oui, alors en réalité, il y a deux questions effectivement fondamentales pour l'avenir de l'Europe. Je commencerai peut-être par le Brexit, puisque c'est l'événement dont l'imminence se rapproche. Il ne reste que quelques jours pour trouver un accord effectivement d'association qui définira les relations entre le Royaume-Uni et l'Europe. Sans quoi, ce sera effectivement un Brexit sans accord qui se matérialisera. Ça fait 3 ou 4 ans que nous sommes habitués malheureusement à la diplomatie du bord du gouffre pratiquée par Boris Johnson, et jour après jour, le risque grandit que effectivement le Brexit, qui est effectif depuis cette année, ne soit pas accompagné d'un accord précisant les nouvelles modalités d'association entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors, en Europe, nous sommes spécialistes des expédients, nous sommes spécialistes du bricolage dans l'urgence. Et d'ailleurs, ça peut être un facteur de progrès. C'est ce qu'avait expliqué de manière très intéressante Luc Van Middelaar dans son livre sur les crises européennes. Il me semble que nous devons marcher sur une ligne de crête, c'est-à-dire qu'à la fois, nous ne devons pas céder aux injonctions et à tous les désirs de Boris Johnson qui, au fond, voudrait un accord qui avantage le Royaume-Uni sans se conformer aux exigences sanitaires, environnementales, sociales qui sont celles de l'Union européenne. Donc il faut garder une forme de fermeté. Et dans le même temps, il n'est jamais bon d'humilier un pays aussi important et un allié aussi crucial que l'est le Royaume-Uni. La France et le Royaume-Uni sont unis indéfectiblement par des liens consolidés dans l'histoire, par des alliances au XXe siècle. Et il n'est jamais bon de chercher à pratiquer l'humiliation de ses alliés, y compris de ses alliés les plus proches. Donc je pense que nous pouvons arriver avant le 31 décembre à trouver un accord qui sera un accord précaire, mais qui permettra en quelque sorte de lever les zones d'incertitude les plus importantes, parce que ce serait évidemment catastrophique d'avoir une frontière extérieure totale entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, comme si ces deux zones étaient de parfaites étrangères l'une pour l'autre. Évidemment, cet accord ne pourra pas être complet, intégrer toutes les préoccupations, mais peut-être qu'on peut arriver, en tout cas je l'espère, à trouver des solutions sur quelques sujets extrêmement urgents. S'agissant de l'attitude de la Hongrie et de la Pologne, là on touche, à mon avis, à un des points majeurs de l'avenir de l'Union européenne. Au fond, avant que l'Europe ne soit une union politique, elle était séparée, coupée en deux par un rideau de fer qui séparait l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, il n'y a plus de rideau de fer, il n'y a que des traces et des balafres qu'on peut observer à Berlin, mais il me semble que l'Europe est tout de même segmentée par ce que j'appellerais des rideaux de fer symboliques, des murailles symboliques. Un rideau de fer
symbolique entre le nord et le sud, entre d'un côté des États du nord qui se vivent comme productifs, économes, performants, et des États d'Europe périphérique qui sont lourdement endettés et qui connaissent un écart de productivité qui s'accroît malheureusement avec le temps. Je dirais que ce rideau de fer symbolique s'est plutôt atténué à la faveur de la crise Covid, dans la mesure où le plan de relance, comme l'a dit Mathias dans une intervention tout à l'heure, a plutôt constitué un progrès et un pas de l'Allemagne envers une Europe plus forte et plus politique. Donc on a sans doute évité une nouvelle cure d'austérité et une nouvelle catastrophe comme celle que nous avions connue dans les années 2010, qui là aurait immanquablement mené à l'implosion de l'Europe. Cependant, les nouvelles ne sont guère rassurantes sur le front d'un autre rideau de fer symbolique, celui-là entre l'Ouest et l'Est, puisqu'on voit depuis une dizaine d'années se préciser dans ces pays que vous avez cités, Philippe, la Pologne, la Hongrie. On pourrait parler aussi de certaines dérives plus mineures en République tchèque, qui sont tentés par l'illibéralisme. Et on voit bien que ces pays, en réalité, ne veulent pas faire de l'Europe autre chose qu'un marché unique et une zone de libre-échange. Victor Orban l'a dit très clairement. Pour ce qui est de la civilisation, pour ce qui est, au fond, des grandes options culturelles, de ce qui touche aux mœurs, de ce qui touche aux traditions de la société, cela doit être du ressort de la souveraineté nationale. Donc l'Europe, dans ce contexte, n'est qu'une zone de libre-échange, n'est qu'une zone où s'applique une politique de concurrence. Et ces dirigeants illibéraux combattent en quelque sorte une vision culturaliste de l'Europe, ou plutôt ils s'opposent à ce qu'ils vivent comme une promotion effrénée des valeurs occidentales, des valeurs de l'Europe de l'Ouest, pardon, dans les pays d'Europe centrale et orientale qui, eux, veulent rester de marques chrétiennes, veulent garder des traditions familiales très fortes, etc. Et c'est là que nous avons une véritable interrogation, au-delà du cas de ces deux pays, sur l'avenir de l'Europe. Voulons-nous que l'Europe soit autre chose qu'une zone de libre-échange et de libre concurrence? Voulons-nous en faire un projet politique? Si oui, est-ce possible à 27, dans la mesure où, dans ces 27 nations qui composent l'Union européenne, il y a des projets politiques, il y a des valeurs, et j'irais même jusqu'à dire qu'il y a des mœurs qui sont substantiellement différentes. Voilà les questions très significatives, à mon avis, que nous avons à nous poser. Et au fond, cette crise ouverte par la Pologne et la Hongrie sur la conditionnalité du plan de relance au respect de l'état de droit n'est qu'un symptôme d'une interrogation plus profonde qu'il va falloir nous poser, et ce d'autant plus que l'Europe a une opportunité historique de se consolider politiquement désormais face à cet impérialisme chinois qui s'affirme de plus en plus et dont tout le monde prend conscience de la menace qu'il peut représenter si on lui laisse libre cours, et face à des États-Unis qui, même si Joe Biden effectivement a été réélu et nous garantit de revenir à meilleure fortune, ne sont plus des alliés aussi sûrs et indéfectibles qu'ils ne pouvaient l'être naguère. Béatrice Gibelin. Écoutez, moi, je ne partage pas exactement le point de vue de David sur ces murs symboliques. Il l'a dit, sur le nord et le sud, les choses ont quand même bougé avec la Covid, et puis elles ont bougé bien avant la Covid avec Trump et sa politique de mépris vis-à-vis de l'Union européenne. L'Allemagne a commencé à bouger bien avant la Covid. Trump aura au moins servi à ça, espérons que ça puisse durer dans le temps. Et je ne crois pas à ce mur symbolique qu'il met entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Il y a des dirigeants qui effectivement ont été réélus, Orban et le parti de la justice, Kaczynski, mais ça ne veut pas dire que l'ensemble forcément de la population, en particulier jeune, active, soit sur les mêmes positions. Budapest, la mairie de Budapest a été perdue par le Fidesz. On voit bien que les prises de position sur l'avortement en Pologne ont généré des manifestations
manifestation d'une ampleur absolument inédite dans l'ensemble de la Pologne, y compris dans des zones de petites villes orientales de la Pologne et pas seulement dans la capitale. Et je pense qu'on est loin d'avoir forcément ce rideau de fer symbolique entre l'Est et l'Ouest. Et puis je voudrais dire aussi, il a cité la République tchèque, mais le groupe de Visegrad, dans lequel il y avait la Slovaquie, la République tchèque, Pologne et Slovaquie, et la Hongrie, pardon, a du plomb dans l'aile, parce que tant la République tchèque que la Slovaquie, ils ne veulent pas être associés aux prises de position de la Hongrie et de la Pologne. Et ils l'ont dit très ouvertement, en disant, mais non, nous, ce n'est pas la conception qu'on a de l'Europe et les valeurs de l'Europe, on y est allé volontairement et ils le savaient tout autant. Donc, je ne partagerai pas ce point de vue sur le rideau de fer. La situation est difficile et délicate, mais on trouvera aussi peut-être encore une solution. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne doit pas céder sur l'état de droit vis-à-vis de la Pologne comme vis-à-vis de la Hongrie. Parce que si on cédait, alors là, pour le coup, je pense que se détournerait de l'Europe un très grand nombre d'Européens aujourd'hui. Alors, deux mots sur le Brexit. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur bon, c'est du rapport de force et on arrive sur la ligne de crête au dernier jour, un peu en poker menteur. Qu'est-ce qui va craquer le premier, d'une certaine façon? Alors, il semblerait, il y a eu quelques jours déjà, que les Britanniques ont lâché un peu prise sur le champ de l'accès à la cité pour un certain nombre de financiers européens, sans qu'ils aient obtenu l'équivalent évidemment sur l'ensemble de l'Europe, c'est déjà un point. Il est évident qu'on ne doit pas humilier, là je souscris exactement à ce qu'dit David, il faut trouver une solution sur la pêche. Les Anglais veulent avoir continué l'accès au marché et garder la liberté totale sur leurs eaux poissonneuses. Il faut trouver un modus vivendi là-dedans et franchement je pense qu'il peut se trouver. Là où peut-être ça serait plus difficile, c'est dans le respect d'une concurrence qui ne soit pas déloyale et qui respecte les normes environnementales, comme en particulier dont a parlé Philippe. Et c'est quand même tout à fait étonnant qu'au pays du libéralisme, parce que si on a eu un certain nombre d'orientation très libérale de l'Europe, c'est bien sous la pression et le rôle des Britanniques. Et pourtant, maintenant, Boris Johnson, qu'est-ce qu'il demande? La possibilité de soutenir ses entreprises comme il le veut, sans être obligé de passer sous les fourches codines de l'Europe, ce qui est quand même un peu fort de café quand on voit ce qu'ils ont réussi à imposer à l'Union européenne. Lionel Zinsou. Oui, mais chère Béatrice, les dispositions qui ont été prises sur la City, ce n'est pas pour faciliter le maintien d'une activité des Européens à la City, c'est pour faire en sorte que les banques, les assurances, toutes les institutions financières qui sont à Londres ne soient pas coupées de l'Europe, et c'est pour leur permettre d'obtenir, du côté de l'Union européenne, de maintenir une activité à la City. En fait, c'est quand même d'abord la Grande-Bretagne qui va être victime d'elle-même. L'Union européenne le sera par un effet secondaire, mais l'effet primaire, il a été souligné par le gouverneur de la Banque d'Angleterre qui a eu une prévision supérieure en termes de dégâts aux chiffres qui ont été cités comme étant ceux des économistes de KPMG, moins 6% moins 6 points de croissance sur les 3 prochaines années. Il a dit, et il est influent, que l'impact d'un no-deal Brexit serait supérieur en termes de catastrophe économique, supérieur à l'effet du Covid. Et la Grande-Bretagne est un des pays les plus touchés en termes de contraction de sa richesse et de son emploi par le Covid. Donc, ce qui s'annonce, malheureusement, quel que soit le scénario, c'est une régression en Grande-Bretagne, un prolongement d'une situation de crise, même le scénario où il y a un accord complet. Évidemment, si l'accord n'est que partiel, ça accroîtra les incertitudes et les secteurs qui ne seront pas dans l'accord seront très fortement affectés. Mais même si on avait un accord, ne parlons pas du no deal complet,
qui aura quelques aspects de chaos pendant plusieurs mois, mais un accord ne change rien au fait que le Brexit est une très très mauvaise nouvelle. Parce que toutes les chaînes de valeur, toutes les chaînes logistiques, à partir du moment où, même avec un accord avec l'Union européenne, il y a des frontières, il y a des contrôles de produits, il y a des sujets de normes techniques et sanitaires qui vont devoir pendant des années être négociés, à partir de ce moment-là, on crée des ruptures et les entreprises ne sont pas prêtes. Moi, il se trouve que j'ai été dans le secteur privé, à la fois dans une société financière qui était franco-britannique, et j'ai dirigé une entreprise industrielle britannique. Ce que ça demande comme ajustement, même si on a réservé des capacités de stockage prévues, que les transports allaient augmenter très fortement, que les camions allaient être bloqués par dizaines de milliers dans tous les ports, etc., tout ça avec un accord. Bon, même, et sans droit de douane. Même si on est dans cette situation, les entreprises ne sont pas prêtes parce qu'elles sont désorganisées par le Covid et elles étaient peu prêtes avant Covid et on a suspendu la préparation. Donc, attendez-vous à un choc assez fort et à des conséquences économiques en chaîne. C'est évident que les investissements étrangers vont se détourner en bonne partie de la Grande-Bretagne, qui est l'autre pays avec la France qui attire le plus de capitaux étrangers en Europe. Il est évident que ça va baisser. Mais c'est vrai aussi des investissements britanniques. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes une entreprise industrielle britannique? Devant le Brexit, vous allez investir dans des filiales étrangères. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes une banque? Pour garder votre passeport européen, vous allez créer des filiales à Luxembourg, à Francfort et à Paris. Cette migration des investissements en capital humain ou des investissements productifs, elle a commencé. Vous ne pouvez pas vivre dans un climat d'incertitude et de rupture avec votre premier marché sans que ça pose de problème. Les expatriés qui sont nombreux, il y a près de 500 000 Français en Grande-Bretagne, dont la moitié à Londres. Ces expatriés vont vivre sous un régime désormais de carte de séjour. Moi, dans ma famille, j'ai un gendre britannique et des petits-enfants britanniques. Ça va être extrêmement compliqué pour les familles. Par ailleurs, les citoyens britanniques sont nombreux en Europe et notamment en France. Mais le départ des expatriés, notamment des expatriés riches de la City, ça va vouloir dire une crise du marché immobilier. La crise du marché immobilier a toujours des effets bien plus graves en Grande-Bretagne qu'ailleurs, parce que ça veut dire que les biens immobiliers baissant de valeur et les Britanniques vivant avec un système de mortgage, système d'emprunt sur des très longues périodes, quand leur maison vaut moins cher que ce qu'ils ont acheté, ça les met dans une situation dite de dépossession qui a des effets très importants. Quant à l'accès au marché, si Trump avait été réélu, peut-être y aurait-il eu, ce n'était pas tout à fait certain, un grand accord avec les États-Unis. Mais avec un président catholique d'origine irlandaise qui a pris parti et qui a recommencé de le dire ces jours-ci à Boris Johnson, il est très peu probable qu'il y ait une compensation sur un grand libre-échange transatlantique. Quant à l'illusion que le Commonwealth va pouvoir compenser, enfin soyons sérieux, l'Australie et la Nouvelle-Zélande viennent de signer un accord international très important avec la Chine, les pays de l'ASEAN et le Japon. Clairement, leur avenir, c'est la grande zone de libre-échange autour du Pacifique. Ça n'est pas du tout de devenir le client privilégié de la Grande-Bretagne. Donc, ce sont des conséquences en chaîne. Et en Europe, comme il s'agit quand même d'une économie qui représentait près de 18% de l'ensemble de l'Union européenne, toutes ces perturbations britanniques vont avoir des effets sur nos économies et donc ça va nous amputer, même en Europe et même avec un accord avec l'Union européenne, d'un grand point de croissance au moment où on en a le plus besoin pour la reprise post-Covid. Matthias Fekl. Le sujet du Brexit et le sujet de certains États d'Europe de l'Est pose un peu une question en miroir pour l'Union européenne. D'un côté, comment gérer ses relations avec un État membre qui décide de la quitter. De l'autre, comment gérer des États membres qui sont bel et bien membres, mais qui ne respectent pas un certain nombre de principes fondamentaux du projet communautaire. Alors, sur le Brexit, d'abord, il me semble qu'on peut dire que c'est une illustration à peu près parfaite d'où peut mener la démagogie en politique. Parce que
Le Brexit, en réalité, a été acquis sur une campagne de mensonges, tant économiques que sociaux et que sur les sujets migratoires. Et aujourd'hui, le désastre est à peu près complet, c'est-à-dire que cette décision de quitter l'Union européenne va durablement affaiblir le Royaume-Uni, d'abord parce que son accès au marché communautaire est maintenant compromis, ensuite parce que la relation transatlantique, Lionel l'a dit, sera beaucoup plus compliquée que ce qui était prévu. Au début du Brexit, tout le monde craignait en Europe un scénario qui était résumé par un bon mot, consistant à dire qu'avant le Brexit, le Royaume-Uni avait un pied à l'intérieur de l'Union européenne et un pied dehors, et qu'après le Brexit, ce serait exactement l'inverse. Mais ce n'est pas ça qui s'est produit. Ce qui s'est produit, parce que la France, l'Allemagne et l'ensemble l'ensemble communautaire ont tenu bon sur des positions de négociation très fermes, que Michel Barnier a été un négociateur redoutable, remarquable, patient, précis, rigoureux. Et tout cela a conduit aujourd'hui à une situation très compliquée pour le Royaume-Uni. Alors moi, je suis parfaitement d'accord pour dire qu'il ne s'agit pas de l'humilier. C'est un grand pays avec une grande histoire. C'est un partenaire très fort pour nous. Et pour la France, que ce soit en matière de lutte antiterroriste, que ce soit en matière de partenariat économique, c'est évidemment un pays très important. Il n'empêche que pour la pérennité même du projet communautaire, il est indispensable de finaliser un accord, espérons-le, ou une absence d'accord, si tel était le choix britannique, qui montre qu'on ne quitte pas l'Union européenne en conservant tous les avantages. On ne peut pas quitter le projet communautaire et conserver l'accès au marché. On ne peut pas se soustraire aux solidarités, aux différentes contraintes qu'implique l'Union européenne, même lorsque l'on n'est pas membre de l'euro, et en garder tous les avantages. Bon, donc là-dessus, il y a bien sûr des réalités économiques, mais aussi ce principe politique qui, à mon avis, est très important. Alors, concernant l'Europe de l'Est, en tout cas certains pays, moi, il me semble que l'Union européenne joue un peu son âme là-dessus. C'est-à-dire que soit effectivement, on est dans l'idée que c'est un simple marché, et après tout, c'est déjà un acquis important, mais c'est totalement insuffisant. Le principe de l'Union européenne, c'est aussi un accord sur un certain nombre de principes fondamentaux, les grands principes démocratiques, les grands principes des démocraties libérales, les grandes libertés publiques, les nouveaux droits qui aujourd'hui, souvent de haute lutte, ont été acquis. Et donc, on ne peut pas considérer qu'il est normal de sanctionner des États lorsqu'ils ne respectent pas un certain nombre de règles financières ou budgétaires, et qu'ils pourraient s'abstraire totalement du respect de l'acquis communautaire, et en particulier de ces normes fondamentales. Donc je pense qu'on est sur quelque chose d'essentiel là-dessus. Et ce qui montre quand même que les temps ont changé, malheureusement, c'est que lorsque la même question se posait pour l'Autriche, sous la présidence de Jacques Chirac, il y avait une forme de consensus là-dessus, sur le fait que l'Union européenne était aussi, et peut-être d'abord, un projet de civilisation et un projet de valeur. Aujourd'hui, ça me semble beaucoup plus en débat, et y compris dans notre pays, de plus en plus de voix, censément raisonnables, conservatrices, bon teint, mais pas plus, s'érigent contre, par exemple, le superbe acquis qu'est la Convention européenne des droits de l'homme et qu'est la Cour européenne des droits de l'homme, préconise de la quitter en prétextant que ce serait à cause de ces principes et de ces libertés que la lutte contre le terrorisme serait impossible. Moi, je suis totalement en désaccord avec cela. Et il y a là-dessus aussi un combat de valeurs à mener pour la gauche, bien sûr, mais bien au-delà, pour les démocrates, pour tous ceux qui croient à ces valeurs fondamentales, magnifiques, fragiles et aujourd'hui plus fragiles que jamais. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je voudrais l'introduire. On a rendu la semaine dernière un peu partout, et notamment dans cette émission, hommage à Daniel Cordier, hommage au lieutenant de la France libre, hommage au squatter de Jean Moulin, hommage à l'auteur de Alias Caracalla. On a rendu un hommage national à Daniel Cordier cette semaine. Je voudrais inciter tous ceux que Daniel Cordier a impressionnés, et j'imagine qui sont nombreux, à lire un livre qui est essentiellement fait d'entretiens qu'il a accordé
Apollin Ismar, qui est publié dans la collection Témoins chez Gallimard, et ça s'appelle De l'histoire avec un H majuscule à l'histoire avec un H minuscule, où il est beaucoup question il est question évidemment de ce qui dans sa vie a eu rapport avec la France libre, avec Jean Moulin, mais il est aussi question beaucoup du reste de sa vie, et puis aussi de la manière dont il a travaillé, dont il a pu faire cette œuvre d'historien. On apprendra au passage que François Mitterrand, président de la République, ne l'y a pas beaucoup aidé chaque fois qu'il était question d'accéder à certains documents. Béatrice Gibelin. Oui, moi je voudrais vous signaler le dernier numéro de la revue Esprit qui s'intitule Jeunesse antiraciste au pluriel, qui est le cahier central que j'ai trouvé extrêmement intéressant, puisqu'on voit toujours les banlieues comme étant des lieux d'explosion avec des minorités dites racisées, noires et arabes. Et ils ont donné la parole dans ce numéro à de nombreux jeunes. Et on voit que c'est beaucoup plus riche, porteur d'espoir, d'une grande intelligence. Et je pense que c'est tout à fait positif et qui répond effectivement à ce qu'est la situation très compliquée et difficile que vivent une grande partie de cette jeunesse dans les banlieues, en particulier des grandes métropoles. Mais il faut lire ce numéro d'Esprit parce qu'il aide à penser et à voir les choses de façon un petit peu plus intelligente que les discours qu'on nous tient d'habitude. David Jays. Oui, je suis en train de lire en ce moment avec beaucoup d'intérêt les mémoires de Barack Obama qui s'intitulent Une terre promise, Promised Land, ce qui montre d'ailleurs au passage à quel point la classe politique américaine, même la plus sécularisée, est encore imprégnée de ce messianisme qui est très fort sur le destin des États-Unis. Et c'est un livre qui est à la fois très écrit, on voit que c'est lui qui l'a écrit et qu'il y a passé beaucoup de temps, il le dit d'ailleurs, j'avais prévu de publier un seul tome, finalement ce seront 2 tomes, j'avais prévu de l'écrire en 1 an après mon départ du pouvoir, finalement je l'ai mis 4 ans. C'est un livre dans lequel on découvre un Barack Obama touchant, sincère, et je dois dire que c'est une surprise parce qu'il nous avait aussi habitués, compte tenu de ses responsabilités, à des éléments de langage parfois un peu convenus. Là, ce n'est pas du tout le cas. On retrouve aussi des choses qu'on connaît bien chez lui, hein, l'élégance morale, la culture qui est très grande. Et moi, j'apprends des choses aussi très intéressantes sur son parcours, c'est-à-dire que nous, Européens, nous l'avons découvert comme sénateur, puis comme président des États-Unis, au fait de sa gloire. On le perçoit un peu comme cet homme auquel rien ne résiste. Et en réalité, on voit qu'il a eu un parcours politique assez sinueux, semé d'embûches, avec des défaites électorales, des échecs, qu'il a passé beaucoup, beaucoup de temps sur le terrain, dans des situations très, très complexes et très contradictoires. Et je suis assez d'accord avec ce qu'a écrit Hubert Védrine à son propos, même s'il n'a pas un bilan aussi extraordinaire qu'on aurait pu le rêver quand il a été élu, ça reste quand même un homme politique extraordinaire, d'une grande élégance, d'un grand raffinement, d'une grande culture, et je pense que des gens de cette trempe-là, il nous en manque aujourd'hui. Lionel Zinsou. Oui, moi je voudrais saluer la réouverture des théâtres et des lieux de spectacle parce que au 15 décembre, un cauchemar prendra fin qui a quand même des conséquences considérables sur tous nos établissements culturels et tous les professionnels. Et je voudrais souligner que le Théâtre des Champs-Élysées, pour les Parisiens, le 16 décembre, pardon, rouvre sur un spectacle animé par Michel d'Alberto sur Beethoven, et il reste quelques centaines de places. Mathias Feckel. J'avais regretté dans une précédente émission la disparition de la revue Le Débat. Et je voudrais saluer aujourd'hui la naissance d'une nouvelle revue qui s'appelle Germinal, qui est animée par de grandes figures de notre vie intellectuelle, à la fois déjà très réputées et beaucoup plus jeunes, qui a pour ambition d'apporter sa contribution à la refondation de la gauche, d'un projet écologique, social, d'une réflexion très exigeante sur la démocratie, les limites
et les faiblesses aujourd'hui de nos institutions, le lien entre ces exigences économiques, sociales, écologiques et démocratiques. C'est une excellente nouvelle que de voir de tels projets éclore encore dans notre pays, et c'est pour moi un signe et une source d'espoir. Je vous remercie. Je rappelle à nos auditeurs notre campagne de financement. Je leur rappelle aussi qu'ils peuvent écouter les BADA qui, chaque semaine, donnent des nouvelles du monde de la culture, dont Lionel vient de rappeler à quel point il a été frappé depuis le début du premier confinement par les mesures prises par le gouvernement, les mesures sanitaires nécessaires, et que donc, après le directeur de l'Opéra Comique, après la dame qui vaillamment fait en sorte qu'il y ait toute l'année un cinéma qui fonctionne sur l'île de Groix, c'est Yves Riesel, le fondateur de Cobuz, une plateforme numérique de diffusion numérique de la musique classique qui est actuellement, qui est le dernier à avoir été mis en ligne. Et je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui en assure le compendium et la surveillance générale, Nicolas Tourneau qui surveille notre site, tandis qu'Olivier Magloire surveille les différents canaux par lesquels nous sommes financés, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui nous produisent. Et je vous rappelle que le 13 décembre, il y a une émission en public et en direct, en public Zoom et en direct Zoom, sur laquelle vous pouvez tout savoir si vous allez cliquer sur lettre d'information sur notre site. Merci et à la semaine prochaine pour un nouvel Esprit Public.